Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Bonjour et bienvenue dans votre émission avec Alexandre Jardin, la parole aux Français, 0826 300 300, appelez-nous. On est ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ils étaient des centaines de milliers à défiler hier dans les rues. Vous en étiez peut-être. On attend vos témoignages pour nous aider à comprendre les raisons de cette colère, Alexandre. On aura des invités qui vont tourner autour de l'extraordinaire changement qui s'est produit entre le 10 et le 18. Le 10, on avait un mouvement politique. Le 18, on avait la crise du pouvoir d'achat. On en parlera dans un instant. Nos invités y étaient Benjamin Cauchy et Reda Belladj, porte-parole du syndicat Unité Police. On en parle dans un instant. Et puis la crise du logement atteint des chiffres records. 3,1 millions de logements vacants et pourtant 4 millions de mal logés. Jean Ferrando et Caroline Aldebert s'engagent à travers leurs associations. Ils seront nos invités dans un instant. Et puis on parlera de votre pouvoir d'achat de 13h à 14h avec vos témoignages et celui d'Isabelle notamment, Alexandre, qui vous a particulièrement touché. Une femme d'exception, une femme qui humainement est absolument incroyable, et de temps en temps il y a des citoyens, des citoyennes qui ont par leur vécu, leur puissance humaine, une capacité à parler au nom des autres. Ne loupez pas ça, c'est vraiment un être humain de grande classe. De grande qualité humaine, ne loupez pas. Isabelle sera entourée d'André Merlin et du sénateur Alain Houpert. 0826 300 300, la parole aux Français. Prenez-la, c'est votre émission. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. On est passé du 10 au 18, vous le disiez à l'instant, Alexandre. Quelle différence, quelle cause et quelle suite à ce mouvement ? C'est comme si la société, tout à coup, avait remis l'ordre du jour réel. Et l'ordre du jour réel, c'est le pouvoir d'achat. À un moment, le travail ne paye plus. Et donc, je pense que si ça a embrayé aussi fort, c'est que, tout simplement, il y a une telle différence entre le brut et le net. Il y a une telle impossibilité pour le monde économique d'arriver à augmenter les salaires sans que ça ait des conséquences énormes pour eux. Au fond, il faut qu'on soit tous bien conscients qu'on est à 0,8% de croissance. À 0,8% de croissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut 99 ans pour doubler le pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il faut 4 générations qui ne voient aucun changement. Ça veut dire une société de la rancune, puisqu'il n'y a plus rien à partager. Donc on a un modèle global et ça aboutit donc à des tensions insupportables. C'est beaucoup plus grave que de s'en prendre à un président à 15%, c'est de s'en prendre à un système à 0,8, qui nous condamne à une société de la rancune. Alors, vous êtes syndicaliste, on parlera avec Benjamin Cauchy juste après. Vous êtes syndicaliste, vous, la société de la rancune, vous la gérez, vous la prenez dans la figure. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on éclaircisse, parce qu'au fond, tous les citoyens se disent, mais à quel moment... on dit stop au fait de taper les flics. Or, je vois bien que dans tous ces débats, tout le monde a des positions idéologiques, tout le monde a des positions très politiques, et j'avais envie de votre témoignage d'hommes qui se cognent la société de la rancune et du ressentiment. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement ? Quel type de peine vous paraît lisible par la population concernée que vous connaissez ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le monde a changé, la France a changé, la société a changé, elle est de plus en plus violente. Je crois que ce constat, les politiques l'ont fait. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, le constat est fait aussi. Et puis les Français l'ont fait, et nous, les policiers, on le fait aussi. Mais la différence, c'est que c'est nous qui allons au charbon. Mais comment on vous protège ? Quand on nous protège, c'est quand s'attaque un policier, on va à minima prendre de la prison ferme. Et pas du sursis, parce qu'aujourd'hui le sursis, alors peut-être dans le code pénal ça veut dire beaucoup de choses, mais pour nous ça veut rien dire, ça veut juste dire que le gars qui a tabassé un policier qui essayait de faire son travail, lui il va pas mettre un pied en prison, il va continuer à vivre sa vie comme ça a été le cas à Tourcoing. Vous êtes en train de dire que dans le cerveau de ces gens qui peuvent tabasser des policiers, le mot sursis ça n'a pas de réalité. Bien sûr, c'est-à-dire qu'eux ils savent très bien, aujourd'hui en France c'est simple.
le gars qui fait le bien, qui se lève le matin à 6 heures pour aller bosser, il va voir un feu rouge, il va voir un policier, il sait que s'il franchit le feu rouge, il va prendre 4 points et 135 € d'amende. Donc il va pas le franchir. Oui, il y a un truc réel. Voilà, il y a un truc réel, c'est factuel, il sait que derrière il y a une sanction. C'est lisible, en fait. Voilà. Le délinquant, lui, qu'il soit primo-délinquant, qu'il soit connu, pas connu, service de police, il va frapper un policier, il va se dire, je vais pas mettre un pied en prison. Et il aura raison, malheureusement. On le voit aujourd'hui avec cette décision d'un JLD sur Tourcoing, où on a vu des images qui sont ultra choquantes, une vidéo avec des smileys, des insultes sur les policiers, des mineurs qui frappent. Enfin, je veux dire, ça a tourné sur les réseaux sociaux, ça a choqué les gens normaux. Mais par contre, les gens, certaines catégories de la société qui, eux, ont une vision de la police, à mon sens, altérée, eux, ça les a pas du tout choqués, ils en ont même rigolé. Et aujourd'hui, déjà, le message de ces délinquants qui ont publié cette vidéo, elle est terrible. Mais moi, ce qui me provoque chez moi un sentiment de colère, c'est que le message qu'envoie le JLD sur cette affaire, il est terrible aussi pour les policiers et les victimes. Alors, Reda Bellage, vous restez bien avec nous. Alexandre, Benjamin Cauchy qui est en ligne. On vous récupère dans un instant. On poursuit cet entretien et puis n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 pour témoigner vous aussi. À tout de suite. 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Entre 500 000 et 1 million de personnes ont défilé hier partout en France à l'appel des syndicats. Peu de dégradation, mais 26 membres des forces de l'ordre blessés tout de même. Un peu plus de 7000 casseurs, Black Bloc rapidement appréhendés, 309 interpellations et très peu de blocages. On pourrait donc presque parler d'une mobilisation réussie pour les organisateurs d'un côté et pour le gouvernement de l'autre. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le sujet, c'est essentiellement le budget avec des slogans orientés de façon à dire il faut taxer les riches, n'est pas à nous de payer, c'est à eux de payer. Eux, ce sont souvent les ministres, les milliardaires aussi ciblés hier. C'est le point de rupture, ça, le budget, Benjamin Cauchy ? Oui, j'entendais Alexandre parler de la culture de la rancune. Moi, j'ai envie de parler aussi de la culture de l'aigreur et de la jalousie aussi qui est distillée, qui a été distillée finalement hier dans ces manifestations. Je pensais y trouver des gens effectivement, Alexandre, qui voulaient défendre leur pouvoir d'achat. Pour moi, le pouvoir d'achat, c'est le mauvais côté du prisme. Pour moi, le problème dans notre pays, c'est la fiscalité. Et je crois que les organisations syndicales flattent les jalousies contre les riches, contre les milliardaires, parce que c'est du populisme et c'est du facile à penser, alors que la réalité, c'est que ce soit la fiscalité sur le travail, qu'on appelle charge sociale, vous parliez du brut et du net tout à l'heure, pour moi, ça, c'est de la fiscalité confiscatoire. Il y a de la fiscalité sur les revenus également. En moyenne, les ultra-riches, soi-disant, payent 26% d'impôts, alors que la classe moyenne paye 47%. D'accord ? Eh bien, les syndicats, ils vont dire c'est dégueulasse parce que les riches, ils payent que 26. Alors qu'en fait, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est que tout le monde paye 26. Et que, y compris les classes moyennes, y compris ceux qui ont leurs revenus confisqués par l'impôt, eh bien, eux aussi se retrouvent à 26%. Encore une fois, le problème, il est pris à l'envers. Et puis, dernier point, c'est la fiscalité sur les entreprises. Et moi, j'y ai vu également quelques entrepreneurs hier, un réparateur de vélo qui m'avait dit qu'il irait, donc je l'ai retrouvé. Et en fait, au bout de quelques minutes, il s'est senti perdu dans cette manifestation. Il n'a pas compris pourquoi il y avait des gens qui se promenaient avec des drapeaux palestiniens. Il n'a pas compris pourquoi il y avait une vision marxiste de la société, alors qu'aujourd'hui, entre la dette que nous avons dans notre pays d'une part et la fiscalité confiscatoire d'autre part, la solution n'était pas de demander de plus d'aide, mais de demander moins d'État. Et encore une fois, les syndicats flattent les bas instincts pour bien redorer leur blason. Je suis persuadé qu'il y aura des élections bientôt pour les prud'hommes ou autres, c'est sûr. Comment vous expliquez que un mouvement, au début, le 10, c'était parti d'une révolte plutôt fiscale. Comment on s'est retrouvé avec un truc complètement à l'envers ? Comment est-ce que la société, à un moment, se laisse déposséder de ce qu'elle tente de dire ? Bien parce que je pense qu'il y a dans l'ADN français depuis les années 80 cette idée où l'État fait tout, où l'État est faiseur de roi. Et demain en race gratis est rentré désormais, je pense, dans l'ADN des Français. Et nos gouvernants ont pris l'habitude d'infantiliser les Français. Et lorsqu'il y a un problème, il se retourne vers l'État en demandant plus d'aide. Et le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, il a été pour cela dramatique et symboliquement dramatique, puisque les gens estiment que c'est l'État qui doit résoudre les problèmes. Alors, c'est plus facile dans ces cas-là pour des syndicats, comme je vous l'ai dit, de flatter les bas instincts et de retourner le sujet. Et ça me fait exactement penser au début des Gilets jaunes, Alexandre. Le premier samedi des Gilets jaunes, le 18 novembre, c'était un ras-le-bol fiscal. On dénonçait un projet de taxe carbone
sur les carburants, ont dénoncé l'augmentation des taxes d'habitation et taxes foncières. Et sur les 17 milliards d'euros que les Gilets jaunes ont pu obtenir, ce sont plus de 10 milliards de baisse d'impôts. Donc comme quoi finalement, au début les Gilets jaunes c'était un début de ras-le-bol fiscal. Et finalement les Gilets jaunes ont été remplacés par des chasubles rouges. Et c'est la gauche et c'est l'extrême gauche qui est venue reprendre le pavé sur les ronds-points. Pour vous, la France des Gilets jaunes, elle a pensé quoi le 10 et le 18 ? Qu'est-ce qu'elle a pensé, cette France ? Je parle de la France du début des ronds-points. Je pense qu'elle ne s'est pas sentie concernée par des revendications de reconnaissance de la Palestine. Elle ne se sentait pas, la France des ronds-points, elle ne se sent pas concernée par les casseurs de vitrines ou les brûleurs de poubelles. Vous savez que les gilets jaunes des ronds-points, c'était des gens qui ralentissaient la circulation sur les ronds-points, qui distribuaient un tract, qui se voyaient offrir une bouteille de jus d'orange et un 4 quarts. Les gens s'arrêtaient. Il y avait quelque chose de très, finalement, le café de village qui n'existait plus, c'était reconstruit aux abords des ronds-points. Ces gens-là, ils se retrouvent pas dans des casseurs et dans des revendications qui tiennent pas debout. Quand vous voyez, j'entendais hier à la télévision la représentante CGT de chez Airbus. Vous savez, je suis de Toulouse. Donc quand même, chez Airbus, ils sont pas les plus malheureux du monde, quoi. Ils ont un carnet de commandes rempli à 8 ans. Il manque 5 à 6 000 emplois. Il y a des bâtiments qui vont être construits chez Airbus. Tout va bien chez Airbus. Et vous avez des gens qui viennent dire, on n'est pas assez payé. Bon, je trouve qu'il y a quand même parfois de la manipulation. J'ai également vu parfois des retraités de la SNCF dénoncer des problèmes parce qu'il y avait trop d'aides publiques qui étaient données aux entreprises. Quand on sait que la SNCF, c'est 21 milliards d'euros d'aides publiques tous les ans. Bon, bref, j'y ai trouvé de la manipulation et je pense que les Français des ronds-points ne se retrouvent plus finalement dans ces revendications qui finalement tournent à la casse et desservent. Pour moi, ces manifestations sont désormais les idiots utiles du système. Ça n'avance pas. Merci Benjamin Cauchy. On prend le problème à l'envers. Je voudrais revenir à notre invité syndicaliste. Porte-parole du syndicat Unité Police, je précise. Voilà. Il a dit quelque chose de très important sur la lisibilité des peines, pour que ça s'arrête, quoi. À un moment, c'est pas possible. Tout d'abord, qu'est-ce qui serait pour vous une peine concrète, audible, compréhensible par les gens que vous avez tous les jours en face de vous ? Parce que s'ils ne le comprennent pas, il va rien se passer. Je pense qu'un an, c'est une bonne peine. Je pense qu'un an, pour marquer le coup, oui, je pense qu'il faut repartir de zéro. C'est-à-dire que avant, des choses très basiques. Quand je suis rentré dans la police en 98, on faisait le mot d'ordre, c'était prévention, dissuasion, répression. Je pense qu'il faut inverser. Maintenant, il faut faire répression, dissuasion et ensuite prévention, parce qu'on est arrivé à un tel degré de violence. Donc il faut quelque chose de très, très compréhensible. Oui, il faut que le message qui soit envoyé aux délinquants ou aux futurs délinquants ou aux primo-délinquants, il soit clair. Si vous touchez un policier, un pompier, un élu, vous allez en prison. 1 an. 1 an, minimum. Et qu'est-ce qui se passe si on ne va pas dans cette direction ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le policier sur place ? Il y a 2 choses. Je pense que sur le terrain, comme on l'a vu à Drancy au mois de mai, pour les auditeurs, s'ils retrouvent les images, il y avait eu un policier motard qui avait interpellé un refus d'obtempérer qui faisait un rodéo moto, parce que les Français on en marre des rodéos. Donc ils demandent à la police de faire le job. Et quand on fait le job, il se passe ce qui s'est passé à Drancy, c'est-à-dire que l'individu se laisse pas faire, 40 autres délinquants s'interposent, le policier est obligé de faire des tirs de sommation pour pas être violenté, c'est dire le niveau où on est obligé d'arriver, et à un moment, un policier, dans le cadre de la légitime défense, est obligé de faire usage de son arme à l'encontre d'un des individus. Moi, c'est ça que je veux pas. Parce qu'il y a un moment où le gars, il va rester sur le carreau, comme ça arrivait dans l'affaire Naël. Dans l'affaire Naël, il est interpellé 3 jours avant pour les mêmes faits, il fait une garde à vue pour un refus d'obtempérer. 3 jours après, à 9h, aux alentours de 9h du matin, il est déjà au volant d'une Mercedes, classe A, à 17 ans, et il fonce sur un policier. Et nous, c'est ça qu'on veut plus, parce que nous, on se pose la question, déjà, premièrement, est-ce que je sors mon arme ou pas ? Parce que je sais que derrière, la réponse pénale, elle va pas être là. Est-ce que je vais arriver à rentrer chez moi ce soir ? Et la deuxième chose, c'est que on en a ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la police, elle va dire, bon, stop, mais pourquoi je vais prendre le risque pour les autres ? Personnel, parce que, oui, les Français me soutiennent à 80%, mais derrière, est-ce que la justice me soutient ? Est-ce que au plus haut sommet de l'État, je suis soutenu ? Voilà, il y a un moment où les policiers vont arrêter. Et là, monsieur, le jour où les policiers vont dire stop, ce sera la fin, je pense. En clair, vous dites que si la société
n'est pas très clair. Oui, qu'elles prennent pas. La société doit prendre ses responsabilités. C'est pas aux policiers de régler tous les problèmes, tous les mal de la société. Ça veut dire qu'on vous renvoie. On se retrouve tout seul. Ouais, tout seul, devant des choix impossibles. Oui, je donne souvent l'exemple de l'affaire Naël. Oui, c'est un drame. Oui, le jeune est décédé, mais excusez-moi, le policier s'est levé le matin, il n'avait pas décidé d'utiliser son arme. Il se lève le matin pour faire le bien. De l'autre côté, c'était pas la même chose. Il savait qu'il n'avait pas le droit de rouler. Il s'était fait interpeller 3 jours auparavant. Il savait qu'il prenait des risques. Et le policier, lui, à un moment, il doit prendre une décision. Il prend une décision, il décide de faire usage de son arme. Quasiment le jour même ou le lendemain, le président de la République, il dit inexcusable, inexplicable, c'est-à-dire qu'il met de côté la présomption d'innocence pour le policier. Et mon collègue, il se retrouve 4 à 5 mois en détention provisoire. Pour nous, c'est pas normal, parce qu'on se dit, nous, on a essayé de faire notre job, et à la fin, voilà comment on se retrouve. On se retrouve tout seul face à la justice. On est soutenu par personne, à part notre organisation syndicale. Et on va arriver à un degré où les policiers... je suis pas représentant des gendarmes, mais je pense que c'est généralisé. Même la police municipale, il y a un moment où on va en avoir tous marre, et puis on va dire qu'ils se démerdent tous. Et ça, je veux pas qu'on arrive à ce point-là. Benjamin Cauchy, je vous voyais écouter. C'est quoi votre sentiment ? J'ai écouté. Sensation d'absurdité, quoi. Bien sûr, je l'ai écouté avec attention, comme je l'ai écouté également hier soir assez tard sur d'autres fréquences. Déjà, je voulais rendre un grand coup de chapeau aux policiers qui hier ont fait un job extraordinaire, et on peut rendre hommage aux 26 policiers qui ont été blessés hier dans la manifestation, parce que finalement c'est assez symptomatique de ce qu'évoque monsieur. C'est cette impunité judiciaire. Derrière, vous avez des forces de l'ordre qui sont présents, qui font force d'abnégation, qui, quelles que soient leurs propres convictions politiques, sont là pour rendre comment dirais-je, l'ordre dans le pays et protéger les citoyens. Faut quand même rappeler la première mission, c'est la protection des citoyens, et aujourd'hui ils sont plus en train de faire du maintien de l'ordre que de la protection du citoyen. Ils sont devenus la cible finalement des personnes qui ont bien compris que le laxisme judiciaire leur permettait de se dire que tout était permis contre la police. Et ça, c'est quand même assez dramatique, parce que d'un côté vous avez, et ça c'est pour moi un grand paradoxe, vous avez d'un côté des Français, des syndicalistes notamment de l'extrême gauche, qui demandent plus d'État. Et vous avez la police qui est l'incarnation de l'État, qui est censée protéger tous, y compris ceux qui en ont plus besoin. Et je sais que quand vous intervenez dans les cités, quand vous intervenez dans des zones de non-droit, vous protégez avant tout ceux qui n'ont pas un rond. Ça, c'est une réalité. Vous ne protégez pas les ultra-riches quand vous allez bosser en banlieue. Vous êtes présent, l'État est présent, l'État fait son job, celui de protéger les gens dans leur quotidien, et ils se font caillasser. Et en plus, quand ils se font caillasser, les mecs, ils ressortent le lendemain matin, sans rien du tout. J'entendais votre exemple tout à l'heure en disant, on va griller un feu, c'est 135 €, on tape un flic, c'est gratos. Forcément, la chaîne de valeur, elle est complètement inversée. Et pour moi, c'est ça le grand drame, c'est que on a besoin de moins d'État dans des choses qui sont pour moi accessoires. On n'a pas besoin d'avoir un organisme qui nous dit qu'il faut laver son jean 2 fois par semaine. D'accord, comme l'ADEME, mais en revanche, on a besoin de plus d'État dans la justice et dans la police. Là, pour le coup, il faut remettre les moyens au maximum, et puis avoir un dispositif pénal qui soit digne de droit. Pour moi, c'est pas 1 an, c'est 5 ans. Il faut que ça soit dissuasif. On touche un bleu, c'est 5 ans. Et vous allez voir, ça va changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, on tape sur un flic et on se fait une petite étoile, on se fait une petite croix sur un calendrier. Aujourd'hui, je me suis fait un flic. Mais ça, c'est plus entendable, c'est plus possible. Reda Belladj, vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police. Vous étiez présent à cette manifestation hier à Paris. Il y a eu un propos de Hugues Moutou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ce matin sur CNews, à propos de l'agression du policier de Tourcoing, parce que c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il dit, il y a une violence anti-flics en France, entretenus par des discours politiques dangereux et irresponsables. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et par qui sont tenus ces discours haineux, dangereux et irresponsables? Alors oui, je suis d'accord. Il y a la responsabilité des parents, il y a la réponse pénale, et puis il y a les politiques. Moi, je suis rentré dans la police en 98. Absolument tous les députés soutenaient les policiers républicains. Alors oui, la police n'est pas parfaite, mais voilà, on a une IGPN. Nous aussi, on a évolué. On est l'administration la plus contrôlée. On a beaucoup de procédures administratives, de procédures judiciaires. À partir du moment où vous faites votre job, vous êtes exposé. Voilà. Mais maintenant, les politiques aujourd'hui, ils ont changé.
oui, ils nous diabolisent. La LFI, certains écologistes, excusez-moi, à crier la police tue. Ils font tout pour creuser l'écart entre nous et les jeunes, en fait. Voilà. Et c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et pourquoi ? Parce qu'il y a certains jeunes, ou même des adultes, quand ils écoutent un politique, pour eux, c'est une référence. Et c'est ça qui fait que... Et en fait, c'est devenu normal. D'où l'irresponsabilité, oui. Il y a tellement d'actualités. La semaine dernière, il y a eu le 10 septembre, c'était ultra violent. Le surlendemain, on a distribué du riz gratuit pour la promotion d'un restaurant à Châtelet. Ça s'est suivi en violence urbaine, en fait. C'est-à-dire que même ces jeunes, quand vous voulez les aider, ils sont violents avec les policiers. Je veux dire, à un moment, je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités et que les choses évoluent. Oui, moi, hier, j'étais dans la manifestation. J'étais là pour, justement, parce que nos collègues policiers, ils sont rappelés tout le temps. Ils assurent le boulot. On l'a prouvé le 10 septembre en évitant les blocages et les sabotages. On a limité les blessés du côté des gens violents envers nous. Et là, on a fait la même chose. Et j'entends dans les médias, certains médias... des politiques qui disent, ils relativisent, de manière générale, ça s'est bien passé, mais il y a eu trop de policiers. Mais attendez, en fait, quand on voit des images comme Tourcoing, quand on voit des images à Reims où des policiers qui étaient hors service pour fêter le départ d'un collègue se font lyncher, pas dans un quartier, en centre-ville de Reims. Vous dites, excusez-moi, c'est quoi en fait, c'est quoi la valeur aujourd'hui en France d'un policier ou d'un gendarme ? 26 c'est beaucoup trop, 40 c'est beaucoup trop, et tant qu'il n'y aura pas une réponse pénale beaucoup plus ferme et immédiate et minimum envers ces gens qui s'attaquent aux policiers, aux forces de l'ordre en général, ou aux élus, ou aux sapeurs-pompiers, on n'y arrivera pas. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Benjamin Cauchy, d'être intervenu. Merci. Reda Bellage. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police. Et si vous aussi, vous êtes choqué ou concerné par ce qui s'est passé, ces violences policières, en l'occurrence, n'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300 depuis 2012, sans parler des 4,2 millions de personnes mal logées. À cela s'ajoute pour les propriétaires la hausse de la taxe foncière, les normes énergétiques, les nouvelles contraintes d'urbanisme. Bref, la crise du logement, on en parle avec vos deux invités, Alexandre Jean Ferrando, président de Propriétaires 47, et Caroline Aldebert, membre fondateur de l'association 10 millions de copropriétaires. Bonjour. Bonjour à vous et aux auditeurs. Bonjour Jean Ferrando, bonjour Caroline Aldebert. Bonjour à tous. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'il y a un effondrement de l'offre locative. L'offre locative n'a jamais été aussi basse en France. Or, moi, ça me bouleverse parce que j'ai des enfants qui doivent démarrer leur vie et ça touche les jeunes principalement puisqu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et donc, s'il n'y a pas d'offre locative, je ne sais pas comment ils vont démarrer leur vie. Et puis, ça me bouleverse aussi parce que l'énorme masse des petits propriétaires, ce sont très souvent des gens qui ont acheté un bien pour avoir un complément de retraite. Donc, on touche à un désastre qui frappe l'ensemble de la société. Jean Ferrando, vous êtes président de Propriétaires 47. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de nous planter collectivement ? Alors, merci Alexandre Jardin. Les normes aujourd'hui sont telles qu'on rajoute des couches sur des couches et on démobilise les propriétaires. Maintenant, le DPE nous en rajoute aussi une couche. Les squats que l'on peut pas récupérer, les DPE donc qui sont partout en Europe indicatifs et chez nous contractuels, ce qui pose un gros problème de choix. Et les baux, et autre point très important qui permettrait, comme on en avait discuté, de raccorder 8 Français sur 10, pardon, excusez-moi, oui. à notre cause, c'est que il faut loger tout le monde, et pour loger tout le monde, il faut que les baux soient plus simples. D'autre part, j'y reviendrai dans notre entretien. D'autre part, la taxe foncière, c'est le seul qui reste en France, qui est la seule en Europe. Il n'y a pas de taxe foncière nulle part en Europe, même dans le monde, et qui est aujourd'hui payée uniquement par les propriétaires pour faire fonctionner les municipalités, alors que tout le monde utilise ces services-là. Je vais donner la parole à Caroline Aldebert sur. Vous avez cité un mot, les DPE. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fout un souk intégral sur le marché du logement ? Caroline. Alors pour le DPE, effectivement,
chose qui est arrivé il y a une petite quinzaine d'années. Tout d'abord, moi on a acheté notre bien en 2012. Était déjà mis en place ce fameux DPE qui au départ était juste un indicateur qui permettait de savoir si effectivement votre logement avait de l'amiante ou l'immeuble avait de l'amiante. Voilà, vous avez les premières informations de comment était chauffé l'immeuble, etc. Bon, ça coûtait déjà cher. On revendait parce que mine de rien, il faut payer à chaque fois payer donc ces cabinets d'audit. Et puis ça a pris l'ampleur en fait. Est arrivé le Grenelle de l'environnement et c'est là où la machine s'est mise en marche et il fallait faire toujours plus sur l'écologie. Donc c'est comme ça qu'a été mis en place en fait ces systèmes de DPE, de classification comme on a nos ampoules, qui vont nous dire si c'est un classement en abécédaire. Et qui coûte extrêmement cher pour le propriétaire, mais également pour le propriétaire bailleur. Et ça a sorti combien de logements de l'offre? Parce que c'est bien ça le problème. Je ne saurais pas vous dire. 1 300 000. 1 300 000. Ça veut dire que... 000. Alors aujourd'hui, on manipule le DPE parce que les pouvoirs publics s'aperçoivent que 850 000 logements vont sortir de suite. Et on manipule le DPE en modifiant des coefficients internes qui sont même obsolètes. Un seul exemple, le coefficient électricité qui jusqu'à maintenant a été de 2,3. Je ne sais qui s'occupe des DPE l'a fait passer à 1,9. Les Allemands ont fait la même chose, ils l'ont passé à 1,7. En Allemagne, que je sache, l'électricité est beaucoup plus carbonée que la nôtre. Donc ce système de DPE doit rester indicatif. Quand vous achetez une voiture, on vous dit qu'elle consomme 5 litres au 100. Si elle consomme 6 litres, c'est parce que peut-être vous conduisez mal ou parce qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas la faute du fabricant. Mais ça veut donc dire qu'on est dans une logique d'exclusion du marché de centaines de milliers de logements au moment où la France n'en construit plus. C'est ça ? Exactement. Et au moment où les propriétaires sont, comment dirais-je, désabusés, désappointés, alors que des choses beaucoup plus simples pourraient être mises en place. Faire un DPE indicatif, vous achetez, vous louez un logement qui est en G, vous savez qu'il va consommer un peu. Si vous le voulez pas, vous le louez pas. Oui, pardon. Caroline Aldebert, quand les gens ne peuvent pas payer les travaux, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est très simple. Nous, ce qu'on voit en discutant avec d'autres propriétaires, c'est qu'on a effectivement des travaux qui se mettent en place. Des travaux qui sont extrêmement onéreux. Le fait qu'il y ait une problématique en copropriété, on a une loi qui n'a pas évolué, qui date de 65, un décret de 67, oblige en fait... une fois qu'en fait les votes sont passés en assemblée générale, tout le monde est obligé de payer. On n'a pas vraiment de recours, si ce n'est une demande d'annulation et qui prend du temps par rapport à notre système judiciaire. Soyons concrets, les gens reçoivent des notes. Alors attendez, de quel ordre? J'arrive, parce que tout dépend les gens. Là, j'en discutais un petit peu plus tôt au téléphone avec une personne de 10 millions de copropriétaires qui s'appelle Adam, qui est dans le pays de Gex. Pour ma part, on va prendre tout d'abord pour ma part, les travaux de copropriété et d'isolation thermique ont coûté à peu près 1 million d'euros pour 125 lots sur 2 bâtiments. Un total de 125 lots sur 2 bâtiments. Ce qui représente une enveloppe, pour ma part, de 15 000 euros. En supposant que vous avez des problématiques de payer 15 000 euros, vu qu'il y a une obligation légale de quoi qu'il en soit, c'est de s'acquitter de ses charges, va être mis en place par les syndics un système pour vous obliger à payer. Et donc, si vous n'êtes pas capable de payer, parce que je ne sais pas, vous avez eu des problèmes dans votre vie, vous êtes malade, vous avez perdu votre emploi, si vous vous retrouvez à ne pas pouvoir payer, on vous saisit l'appartement. Donc derrière, il y a un système en fait de prédation qui s'est mis en place. C'est le même système, pardon si je vous coupe, c'est le même système dans certaines grandes villes où les DPE F et G sont scrutés par certaines municipalités pour obliger les propriétaires à vendre à des prix très très bas et pouvoir faire derrière autre chose. Mais par rapport au coût moyen de la rénovation énergétique, c'est un chiffre de l'INSEE, ça coûte en moyenne 13 600 euros et écoutez bien, ça permet un gain annuel moyen de 150 euros. C'est-à-dire qu'il faut 91 ans pour le rentabiliser. C'est son isolation. Donc ça n'a aucun sens. Est-ce que dans un pays normal, cette loi absurde n'a pas à être retirée, quoi. C'est d'une absurdité extraordinaire. En enclenchant une logique de prédation. Exactement. Voilà, absolument, alors, absolument. si je peux me permettre, c'est que ça va plus loin.
c'est que dans un grand nombre si vous voulez bien, pardon, je vous coupe, Caroline Aldebert. On reprend cet entretien dans un tout petit instant. Restez bien avec nous. Et puis, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Oui, Caroline Aldebert, je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association 10 millions de copropriétaires et je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous étiez en train de nous dire quoi qui vous paraît effarant? On est en train de parler des cabinets d'audit, de tout ce qui se met en place effectivement avec tout ce système de prédation. Il y a vraiment... il faut voir ça d'une façon globale. Une fois de plus, comment tout un système s'est mis en place. Derrière tout ça, on a des cabinets d'audit. Hier soir, je me suis amusée, comme je savais que j'allais vous rencontrer aujourd'hui, je me suis amusée à me mettre sur le site qui s'appelle infonet.fr et rechercher le RCS d'une société qui s'appelle ACO, qui est une société qui fait les cabinets d'audit. Donc en fait, on a des engrainements d'audit qui se passent par exemple de notre copropriété systématiquement pour mettre en place des économies d'énergie parce que ce n'est jamais assez propre, assez bon. On prend l'exemple de ACCEO qui est disponible donc sur infonet.fr et en fait le chiffre d'affaires de cette société, c'est juste un cabinet d'audit, ni plus ni moins. C'est-à-dire que à part avoir 2 bureaux, 3 ordinateurs, 3 voitures et puis certainement payer un restaurant, il représente quand même un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. D'accord. Vous êtes en train de dire, je vous coupe, vous êtes en train de dire qu'autour de cette loi DPE, il y a toute une économie sangsue qui est en train de se greffer et qui fait exploser les notes des gens. Exactement. C'est exactement ça. Jean Ferrando, vous êtes président de Propriétaires 47. Revenons sur cette histoire de DPE, parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de détraquer entièrement l'offre. Que disent les gens de votre association? Est-ce que vous pouvez nous citer un cas particulier? Alors, les gens de nos associations sont paniqués parce que d'abord le calcul du DPE n'est pas obligatoirement très fiable. Il suffit que vous remplaciez un chauffe-eau électrique par autre chose, ou vous supprimez carrément le chauffe-eau électrique et vous gagnez 2 lettres. Donc c'est quelque chose d'aberrant. Oui, donc en fait on est hors logique. On est hors de toute logique. On n'est pas contre qu'il y ait des indicatifs par rapport au logement, mais il faut qu'ils soient indicatifs. Après, les gens choisissent de leur plein droit. Quand on vous dit que, 13 700 euros de travaux en moyenne pour 150 euros de résultats réels économiques, et que la France pollue 0,89% de la planète, 3 villes de Chine font beaucoup plus que nous, donc et l'habitation représente que 18% des 0,89% de pollution. C'est pas moi qui le dis, c'est un climatologue. Alors moi je reçois au Mouvement des Gueux, on reçoit de plus en plus de témoignages de maires qui dans leur commune disent que ils agrandissent leurs campings municipaux tout simplement pour accueillir des gens qui ne trouvent pas, des gens qui gagnent 3 000 euros et qui ne trouvent pas à se louer, qui ne trouvent pas à se loger. Et on a un développement absolument incroyable des travailleurs qui dorment dans leur voiture. Alors... Absolument, et c'est pour ça que, M. Jardin, c'est pour ça que nous on propose des baux libres qui soient traités sur une simple feuille de papier en recto verso au pire, au lieu des baux aujourd'hui où il y a 27 pages plus 100 pages de diagnostic en tout genre. Et le bail libre, comme il est pratiqué, c'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'on propose, c'est ce qui existe dans les pays scandinaves, au Canada, M. Jardin, aux États-Unis. Ce n'est ni de droite ni de gauche. On loue au logement 7 ans par mois. Si on laisse un mois de garantie, et si au bout d'un mois c'est pas payé, on se quitte et point à la ligne. Et là, vous remettrez sur le marché tout un tas de personnes, comme vous dites, M. Jardin, qui gagnent de l'argent mais qui sont des travailleurs pauvres, et vous remettez des milliers de logements sur le marché parce que les propriétaires auront plus peur. Ils vont dire, mais s'il y a une difficulté, parce qu'aujourd'hui les logements, vous avez un locataire, si jamais il ne paie pas et qu'il est plus ou moins aiguillé d'une manière ou d'une autre, il peut rester. Moi, dans ma petite cour d'appel d'Agen, c'est 3 départements, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Gers, il faut 24 mois. Écoutez bien, 24 mois de procédure judiciaire pour avoir un jugement définitif, et après plus de 6 mois pour le préfet l'expulsion, et qui ne la donne, c'est 1 fois sur 10.
On est en ligne avec Oriane qui nous appelle de Narbonne. Oriane, bonjour. Vous êtes paysagiste, vous avez 28 ans et vous aussi, vous avez des choses à dire sur cette crise du logement. Bonjour Oriane. Bonjour. Bonjour. Je peux parler sur différentes choses, mais moi je suis propriétaire. J'ai la chance d'avoir un grand logement, de pouvoir vivre en ruralité. Oui. Vous êtes par chez moi. C'est vrai. Oui. Moi je suis côté Hérault Minervois, donc on est très peu. Mais on voit énormément de maisons vides. Donc j'aimerais solliciter un peu vos avis là-dessus parce que moi j'ai rénové une grange, grande grange en pierre, magnifique, pour mon goût de la pierre. Mais dans le hameau où j'habite, il y a 100 maisons, mais sur 100 maisons, on est 10 maisons rénovées et personne ne veut y habiter. Pourtant, il y a les écoles et pourtant je suis à 2 heures de Narbonne, qui a pourtant du travail et de nombreux terrains ruraux à valoriser. Et je me suis débrouillée, même si je suis jeune, c'est ma 2e maison, à rénover seule. Donc sans aide de l'État, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Caroline, alors Aldebert, elle va vous répondre. Il y a effectivement le droit de propriété en France où les gens effectivement achètent un bien, peuvent acheter plusieurs biens et après en font et en disposent comme ils le veulent. Donc je ne peux pas effectivement parler effectivement sur votre secteur, les raisons pour lesquelles ces gens effectivement laissent en abandon ou pas leur logement. Est-ce que ce sont des étrangers, est-ce que ce sont des Français, etc. Donc en gros, est-ce que le DPE moi, je peux vous répondre est en train d'empêcher la rénovation? Oui. Alors. C'est des grosses questions, effectivement. Le DPE peut complètement bloquer aussi là-dessus des biens qui ne seront pas. Les coûts sont extrêmement faramineux. Si vous pouvez juste me permettre de laisser vous avez finir. Par exemple, vous venez de parler, pardon d'intervenir, mais vous venez de parler de belles maisons en pierre, magnifiques, etc., très anciennes, comme nous avons dans les centres-villes des maisons avec des colombages, etc. Ils sont pas classés A, B ou C, ils sont fatalement classés F ou G parce que personne ne peut donner effectivement le R de la résistivité thermique de tel ou tel matériau et donc par défaut on les classe mal alors que c'est des immeubles qui pourraient très bien être loués effectivement et donc les gens veulent pas louer parce que s'ils sont étiquetés G ou F, ça va consommer théoriquement. Caroline. Et comme l'électricité est pas chère, c'est vrai que c'est un nouveau, ça se rajoute. Caroline, en fait, on a une problématique qui va être très simple. C'est que ce DPE, quoi qu'il en soit, ne prend pas du tout en cause la typologie, on va dire, du bien. C'est-à-dire que un immeuble de 70 est effectivement très confortable, il n'y a pas de problème. Une maison en pierre de l'an 1800 est aussi très confortable. Il y a juste à faire les améliorations que les gens ont fait au fur et à mesure des années qui sont arrivées. Donc non, il y a tout les immeubles en pierre sont mal classés. Il y a à faire. Ouais. Et qui pose un vrai problème, effectivement, sur l'achat, qui va poser un vrai problème sur la vente, parce que quoi qu'il en soit, il va falloir poser des diagnostics, payer des structures, effectivement, et qui vont coûter extrêmement cher. Alors, on va savoir s'il y a effectivement un insecte, s'il y a effectivement, dans ce cas-là, un parasite divers et variés qui va être présent dans la maison, mais en même temps, il faut dire s'il tient chaud, pas chaud, l'habitat. J'ai envie de dire, arriver à un moment, laisser les gens vivre et choisir leur bien. S'ils ont envie d'avoir une maison troglodyte, c'est leur choix. S'ils veulent vivre dans un appartement très contemporain de l'an 2000, c'est leur choix aussi. Là-dessus, il va falloir qu'il y ait vraiment une mise en place qui soit faite pour libérer tout ce système de DPE derrière. Et comme je dis, derrière, c'est juste faire fonctionner des sociétés, des cabinets de conseil, c'est tout. Là, j'ai ouvert là sur mon deuxième écran le diagnostic de mon immeuble qui vient de sortir l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux entre 2000 et 2002, super travaux de façade, on a fait l'étanchéité des sols, etc. Ça nous a coûté donc une fortune, parce que là, j'ai mis juste les façades, 1 million d'euros. Mais on a eu des phases 1, des phases 2 pour différents types d'isolation. D'accord ? Et on a quand même ce même cabinet qui nous a conseillé de faire tous ces travaux, qui nous un diagnostic en disant que notre performance d'isolation de notre immeuble est insuffisante.
Alors, sur quel grille de critères il se base? Eh ben, on n'a pas l'information. On n'a pas d'éléments techniques qui permettent de justifier, mais sur quelle base, sur quelle grille de critères on a payé 1 million d'euros et on se retrouve avec encore une classification insuffisante. Et en fait, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Pardon si je vous coupe, ils vont être incapables de vous dire la note qu'il a, puisqu'à partir du 1er janvier 2026, ça va encore changer. Exactement, et c'est pour ça qu'on vous dit que le diagnostic d'aujourd'hui est valable que 2 ans. Alors rapidement, c'est un sujet qui vous fait réagir. On accueille rapidement Cédric qui nous appelle de Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Je suis content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on entend des propriétaires. Moi, je suis locataire. Oui. On a des problèmes. On galère parce que le propriétaire a fait une location qui est un peu bizarre, mais bon, on l'a accepté comme ça, mais ne sachant pas comment ça allait être. C'est-à-dire que c'est une vieille maison vigneronne qui est dans les alentours biterrois, et on se retrouve avec un garage en bas qui est pas isolé, un appartement au-dessus qui n'est pas isolé, puisqu'il n'y a que la toiture, et nous on est entre les deux. Et c'est-à-dire qu'en moyenne, dans le fort de l'hiver, on dépense près de 1 000 € de fuel par mois. Quand on demande au propriétaire de faire le dernier DPE, il est passé en F, et l'année prochaine il passera en G. On a une grosse problématique parce que monsieur ne veut pas faire les travaux, parce qu'il estime que la maison, et c'est texto parce que je l'ai fait faire valoir par on a eu un médiateur qui est venu, un conciliateur qui est venu, et il a dit devant le conciliateur, je veux pas faire de travaux parce que la maison a un cachet. Voilà. Pour lui, la maison a un cachet, donc il veut la garder comme ça. Donc c'était pas prévu comme ça à la base, il devait nous faire les travaux et tout ça. Ça fait 7 ans que je me bats avec le propriétaire. 7 années que je me bats. J'ai des enfants en bas âge, j'ai une fille qui a fait une pneumonie, elle a failli en mourir l'année dernière, mais non, ça dérange personne. Ça dérange personne. J'ai beau appeler l'agence immobilière, tout ça, il n'y a personne qui bouge. Alors, je m'étais battu et je lui avais dit, excusez-moi, je suis sur un chantier, je m'étais battu, je lui avais dit qu'en fait, je pouvais faire le 1 euro pour faire comment on appelle ça, les isolations, donc sur les combles d'en haut, qui est à la base un appartement, mais qui est des combles, parce qu'il n'y a pas de mur en soi. Il m'a dit non, et finalement j'ai réussi, en voulant essayer de gratter un peu, j'ai réussi à le faire. Mais comme il avait un droit de passage, il est passé des dizaines de fois. Tout a été aplati. Et faut recommencer. Écoutez, merci Cédric pour votre témoignage grave. Vous disiez que personne ne bouge. En tout cas, nous, on en parle sur Sud Radio avec Alexandre Jardin. Merci d'être intervenu. Merci Jean Ferrando, président de Propriétaires 47. Merci Caroline Eldebert, membre fondateur et de l'association 10 millions de copropriétaires. Oui. Et merci Oriane d'être intervenue. À tout de suite. Midi 14h, la parole aux Français. Alexandre Jardin. 51% des Français estiment que le pouvoir d'achat est leur principale préoccupation selon une enquête réalisée par BFM TV. 82% des Français disent se serrer la ceinture depuis 1 an. 68% jugent leurs revenus insuffisants pour satisfaire leurs envies et 73% se disent mécontents, frustrés ou impuissants quant à l'évolution de leur pouvoir d'achat. On en parle avec vos 3 invités. Isabelle, marraine de l'archipel des 100 voix, André Merlin, fondateur et ancien président de RTE, et Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or. Oui, Isabelle, on est tout à fait honoré de vous avoir dans cette émission. Bonjour. Parce que je vous ai découvert dans une émission de télévision et pour moi, vous êtes vraiment une des grandes voix de notre pays. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Et puis, on va commencer avec André Merlin. C'est un véritable honneur de vous recevoir. André Merlin est l'homme qui a été le véritable constructeur de RTE. RTE, c'est la société qui transporte notre énergie, qui était censé faire tout le travail d'optimisation. Et donc André Merlin fait partie des très très grands professionnels et on va parler bien entendu de la facture d'électricité qui est un élément fondamental dans la crise du pouvoir d'achat. Je signale, j'ai évidemment lu votre interview, André Merlin, dans la revue Énergie qui est sortie hier, où il y a une interview absolument spectaculaire, où vous rentrez dans le détail, et une enquête ahurissante sur comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État, avec des conséquences énormes sur la facture des gens qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé au prix de notre électricité, à nos factures, André Merlin? Bien, écoute, je crois que je vais vous communiquer donc un graphique qui provient en fait on est de à la Rostan. radio, donc seulement mais les gens... je vais le commenter, bien évidemment, voilà. Je vais le commenter. Mais c'est ahurissant.
Ouais. C'est ahurissant ce qui s'est passé en France. Ça montre effectivement quelle est l'évolution du prix de l'électricité pour les ménages depuis l'année 2000, donc en 25 ans. On s'aperçoit qu'en fait, jusqu'en 2008-2009, le prix de l'électricité était à peu près stable et même à euro constant, il a baissé de l'ordre de 20%. Et à partir de 2009, on voit qu'il y a une explosion du prix de l'électricité puisque le prix est passé, tenez-vous bien, en gros, de 130 € du mégawattheure, 13 centimes du kilowattheure. Un mégawattheure, c'est 1000 kilowattheures. Et il a plus que doublé. Il est atteint, toute taxe comprise, à 280 € du mégawattheure. Ce qui fait une hausse en pourcentage de 140% environ. 140%. 140% à euro courant. À euro constant, c'est-à-dire que si on tient compte de l'inflation, on peut dire qu'il a doublé, quoi. Voilà. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi une telle évolution ? Alors d'abord, la baisse de 20% sur de 2000 à 2008, 2009, c'est l'effet du plan Messmer, c'est-à-dire le programme nucléaire qui avait été engagé par le général de Gaulle, Georges Pompidou, et poursuivi par Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, qui a permis effectivement de faire baisser le prix de l'électricité à euro constant. C'est grâce à ce programme, on ne le dit pas suffisamment, qu'on a pu effectivement obtenir de tels résultats. Et après, il se passe quoi ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que sous l'influence, il faut le dire, de l'Allemagne, la Commission européenne a commencé effectivement à vouloir développer des moyens de production d'électricité éolien et solaire, et ceci à marche forcée, ceci dans le but de décarboner notre économie. Mais on était déjà décarboné. Exactement. Donc en gros, on paye 2 fois plus cher pour décarboner quelque chose qui était déjà décarboné. Exactement. Alors, on est dans la folie. Oui, c'est de la folie. On est actuellement même 95% de l'électricité décarbonée. Celle que l'on produit, et d'ailleurs, on en exporte une partie auprès de nos voisins. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun risque de manquer. Absolument pas. On est en surproduction. On est en surproduction, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'électricité n'a cessé de baisser depuis 2010. Et les prix de monter. Électrique, bien évidemment. La consommation d'électricité n'a cessé de baisser depuis 2010. Elle est actuellement au niveau de 2003, quand je dirigeais RTE. Donc, on a... alors, pourquoi d'abord cette baisse ? Eh ben, cette baisse, elle est liée à l'augmentation, principalement à l'augmentation du prix de l'électricité. Alors, du prix d'électricité pour les ménages, bien évidemment, quand vous doublez votre facture d'électricité, vous essayez de faire des économies, bien évidemment. Il y a des gens qui ne se chauffent pas dans toutes les pièces, et ils réservent une pièce, uniquement la pièce à vivre. Je suppose, Isabelle, que vous en savez quelque chose. Ouais. Et par ailleurs... Bonjour à tous, bonjour, merci. Je suis très content d'être avec vous. Pardon. Tout à fait, je fais très attention, je tire toutes mes prises et je me posais des questions en écoutant les conseils et les dires de ce monsieur. Est-ce que je fais bien de faire ainsi ? Est-ce qu'il faut encourager tous les Français à tirer toutes leurs prises des appareils qu'ils n'ont pas besoin quand ils ne sont pas chez eux ? Oui, exactement. Alors, c'est non seulement les ménages, mais c'est aussi... La réponse est oui, Isabelle. Oui. La réponse est oui. Merci. C'est aussi les industriels qui payent leur électricité de plus en plus cher. Donc, ça conduit bien évidemment à réduire l'activité industrielle de la France et à des désindustrialisations, ce qu'on a vécu pendant 15 ans. Et ça empêche l'électrification des usages, donc l'avancée écologique. Exactement. C'est hallucinant. C'est-à-dire, non seulement on paye, voilà. Non seulement on était déjà décarboné, mais en plus,
ça empêche l'électrification des usages. C'est pour ça que donc c'est anti-écologique. Mais... Voilà. Et dans l'interview que j'ai faite, que vous avez signalée, dans ce magazine Énergie et Transition, j'ai intitulé ça la PPE, c'est-à-dire la politique énergétique de la France, elle tue la transition énergétique. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Donc on a tout faux. Donc les gens qui nous écoutent ne peuvent pas payer des factures de dingue. Exactement. Et tout ça aboutit à un naufrage écologique. Exactement. Et alors, ce qui en plus est complètement fou, c'est que l'électricité que l'on veut développer, qui est une électricité à base d'éoliennes et de panneaux solaires, est une électricité extrêmement subventionnée. Et qui paye? Et alors, qui paye, bien évidemment, c'est principalement les ménages. Les ménages. Les ménages. On essaie d'épargner, d'une certaine manière, les industriels pour ne pas trop mettre en cause leur compétitivité, mais quand même, on s'aperçoit que malgré cela, le prix de l'électricité augmente également pour les industriels. Donc on a tout faux dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on a comme différence pour les industriels entre la France, par exemple, et l'Amérique du Nord? Alors, le prix, c'est quoi? Il y avait une interview très intéressante, l'audition qui a été faite au Sénat du président de Michelin, qui a dit très clairement, il a cité les chiffres, aujourd'hui, le prix de l'électricité que moi je paye Michelin pour faire fonctionner mes usines, c'est 106 € du mégawattheure. 106 € du mégawattheure. Alors que aux États-Unis et au Canada, on est autour de 60. Et dans ces conditions, moi, lorsque j'ai le choix, effectivement, j'ai tendance effectivement à installer mes usines là où l'électricité est la moins chère. Et malgré le fait qu'on est en train d'essorer les auditeurs de Sud Radio. Par ailleurs. C'est-à-dire, par ailleurs. On va donner la parole au sénateur Houpert. Qu'est-ce qui nous pend au nez si la fameuse PPE 3, c'est-à-dire la prochaine loi de programmation énergétique, si le Premier ministre signe ça, et il peut le faire d'un instant à l'autre, qu'est-ce qui nous pend au nez, Monsieur Houpert? Vous êtes sénateur de la Côte d'Or. Bonjour Alexandre. Ce qui nous pend au nez, c'est un avenir fait de restrictions, d'efforts et de sacrifices. Et Monsieur Merlin a admirablement expliqué ce qu'était la connexion électrique entre les centrales, les habitants et les industries. Il y a une date qui est pour moi importante, c'est 2018. Avant 2018, les décisions politiques, les décisions publiques répondaient aux besoins réels, c'est-à-dire l'ouverture d'hôpitaux, la création d'écoles, le développement de services. Et maintenant, c'est au peuple, c'est aux citoyens de s'adapter aux décisions politiques. On nous impose de passer à l'électrique. On voit que les gens sont réticents, les gens n'achètent plus de voitures électriques. Nous sommes le pays du nucléaire, comme l'a dit M. Merlin. Depuis 1967, les contribuables ont investi 100 milliards d'euros dans leur réseau, dans leur usine. Nous avions l'électricité la moins chère. Actuellement, nous vendons à des prix négatifs aux étrangers, aux pays étrangers. En gros, on paye et on le vend gratuit dehors. On le vend gratuit dehors, et ce sont les ménages français qui payent les apories politiques. Les apories politiques. Et le problème, c'est que l'administration a pris le pouvoir. Une personne, dans un ministère, décide pour l'ensemble du peuple. Et je comprends que les Français soient en colère. Parce que votre émission, elle est sur le pouvoir d'achat. Quand on regarde la Doxa, apparemment les salaires ont augmenté. Tant mieux. Apparemment, l'inflation est revenue à 2019. C'est la Doxa. Vous savez, les Français, ils voient le caddie du supermarché. Le caddie du supermarché, pour le même prix, il a diminué de 40%. Ils voient la facture d'électricité. Elle a doublé. Et comme l'a dit le président de Michelin et Clermont-Ferrand, ce qu'il a dit, et l'arbre cache la forêt, ce qu'il a dit, c'est que toutes les industries françaises
vont se délocaliser et aller produire à l'extérieur. Alors, on va reprendre parce qu'on me fait signe qu'on doit faire une pause. Allez, vous restez bien avec nous. Et puis, on reviendra aussi avec vous, Isabelle, pour savoir ce que ça veut dire, ce que le sénateur vient de dire, de manière générale, dans la vie concrète des Français. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Vous êtes 51% à estimer que le pouvoir d'achat est votre principale préoccupation. On en parle aujourd'hui avec André Merlin, fondateur et ancien président de RTE, Alain Houpert, sénateur LR de la Côte d'Or, et Isabelle, marraine de l'archipel des Sans-Voix. Alors Isabelle, tout ce qu'on raconte, ça a quelles conséquences dans votre vie, tout simplement, dans votre manière de gérer votre budget? Alors déjà, je voudrais déjà vous remercier d'avoir pensé à moi et vous remercier pour ce que vous faites pour nous les Français. Parce que je crois qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de ce qui est en train de se jouer sur leur facture électricité. Alors pour mon cas, j'ai malheureusement dû souvent déménager pour avoir des loyers moins chers, des appartements plus petits. Enfin, ça a toujours été une galère. Mais je suis toujours restée chez EDF. Et ça m'a bien arrangé la vie parce que ça a été simple. Ce que je voudrais aussi attirer et vous faire partager, c'est que je me suis rendu compte qu'étant une grande vadrouille, je suis rarement chez moi, donc je me sers très très peu, je n'ai pas d'ordinateur, je branche le téléphone dans mes vadrouilles, j'ai plus de congélateur, je fais très attention, j'éteins ma lumière, j'ai expliqué ça à toute la France. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'acheminement de mon électricité sur la facture, je me suis rendu compte que finalement, en n'étant même pas chez moi, l'acheminement et quelques taxes étaient des fois plus importantes que ma consommation. Donc ça m'a fait aussi un peu rebondir. Et ce que je comprenais pas, moi, c'est parce qu'on avait à Fessenheim une centrale nucléaire et à côté, on avait un barrage et ça produisait beaucoup, on était fiers. Et j'ai trouvé qu'ils ont été un peu vite dans la besogne à nous enlever le tout. Et ce que je comprends pas, c'est comment on a pu parler de voitures électriques et de ramener sur le réseau des téléphones portables et des ordinateurs en n'ayant pas réglé ce problème à la base. Parce que les Français, ils n'ont pas un salaire en disproportion, il est toujours pareil. Donc plus il y a de besoins, plus il y a de coûts et plus ça va être compliqué. J'ai pas tout compris. Alors je fais bien confiance parce que je trouve qu'ils ont fait de belles choses. J'admire tout ce qu'ils ont construit, mais il y a des fois où je me pose des questions en tant que petite lambda, je me dis c'est pas possible qu'ils n'ont pas pensé à ça. On parle de son panier alimentaire, ce qui est tout à fait normal, mais la transformation de nos aliments passe par l'électricité. Donc, en gros, vous payez moins, votre consommation n'est plus que l'essentiel de ce que vous payez. C'est-à-dire qu'on entre dans la folie. On paye toute autre chose. On paye toute autre chose que ce qu'on consomme. Sénateur Houpert, c'est quoi votre réaction lorsque tout à coup vous entendez qu'une Française dit « mais au fond, sur ma facture, je paye toute autre chose que ce que je consomme ». Monsieur Houpert, êtes-vous avec nous? Alors, on a un petit problème technique, c'est pas grave. Oui, lorsque vous entendez une citoyenne française qui tout à coup vous parle de sa facture à elle, donc c'est bien concret, et sur sa facture, elle voit bien que sa consommation est minoritaire dans ce qu'elle paye. Elle paye des décisions politiques, elle paye une bureaucratie qui a pris des décisions, enfin, elle paye tout autre chose que ce qu'elle consomme pour de vrai. Vous réagissez comment, vous, en tant que sénateur? On veut nous mettre dans une nasse, celle du tout électrique. Et le moyen de nous mettre dans cette nasse, c'est par exemple, vous êtes battu contre les ZFE, et ça je vous en remercie, c'est de faire exploser le prix des énergies fossiles. Avec ces ZFE, il y a un administrateur, un bureaucrate qui a décidé qu'un tiers de la population française n'avait pas accès aux villes. Parce qu'il n'a pas le véhicule qui convient et qu'il ne peut pas s'acheter. Est-ce qu'on est encore en France? J'ai l'impression qu'on est en Corée du Nord. Donc le tout électrique, c'est une obsession bureaucratique pour être dépendant d'un seul fournisseur,
la fée électricité. Et ça, c'est dangereux. Et madame vient de l'expliquer. Sa consommation est la plus petite part de sa facture. Le reste, c'est des taxes. Donc, le gouvernement, la bureaucratie est en train de ponctionner sur les consommateurs, sur les abonnés, pour payer les appareils politiques dont je parlais. Nous sommes le pays du nucléaire, comme nous l'avions dit. Madame a évoqué la fermeture de Fessenheim. Madame est la voix du bon sens, comme Monsieur Merlin aussi, il nous a expliqué. Mais là, on continue à s'obstiner. Il faut absolument se sortir de ce problème, parce que 40% des Français, cet hiver, vont choisir entre se chauffer et se nourrir, en passant à tout électrique. Parce qu'il n'y a pas aussi que l'électricité, il y a aussi les combustibles et les matières fossiles qui montent. Donc, on est dans un problème. Vous parlez du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'acheter. C'est le pouvoir est confié, il n'est plus confié à des politiques, il est confié à une bureaucratie totalitaire. Et là, vous l'avez vu pour les ZFE, on a réussi à faire bouger les choses au Sénat et à l'Assemblée. Je pense que maintenant, il faut taper sur la table et puis que ça change, parce que là, s'en sortir, parce que les Français sont en colère. Alors, le mouvement des gueux est clairement combatif. Nous, on se bat pour que la PPE 3, on en reparlera avec André Merlin, mais ne voit pas le jour, ne soit jamais signée, parce que je ne veux pas qu'Isabelle se retrouve avec encore une facture qui doublera. On va prendre une auditrice. On va prendre un auditeur, mais d'abord je voulais savoir si Isabelle voulait répondre peut-être au sénateur Alain Houpert. Isabelle ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. On vous entend, bien sûr. Ouais, très bien. Je voulais vous dire qu'on a parlé de l'électricité, le gaz c'est pareil. Les taxes du gaz sont plus hautes que la petite consommation que j'ai, parce que j'ai l'habitude de cuisiner comme quand j'étais avec mes enfants. Donc je fais beaucoup de grands plats que après je mettais au congélateur. Ah ben le gaz c'est pareil, j'ai plus de frais, de taxes, de TVA pour arriver pour mon gaz que ce que je ne consomme. Et donc ça fait 2 points. Alors je conçois tout à fait que j'ai, grâce à vous messieurs, un confort que les autres n'avaient pas il y a plus de 30 ans en arrière et aimeraient bien juste tourner un bouton pour se faire à manger ou se chauffer. Mais de toute façon, je vais vous dire, moi, ça fait 4-5 ans que je ne chauffe plus, parce que j'ai une chance, c'est que je suis au 2e étage, donc j'ai de la chaleur qui monte par l'étage du dessous et par la chaleur du dessus. Mais quand je vois mes voisins qui ont des rappels de charge de 1500, de 1600, je suis malade pour eux, parce que c'est le petit plus qui leur permettrait de s'acheter à manger ou de vivre un peu différemment, qui part dans une énergie qu'ils ne touchent même pas, qu'ils ne comprennent même pas. André Merlin, lorsque vous entendez que sur la facture de madame, la partie qui n'est pas la consommation explose, et de plus en plus élevée, c'est composé de quoi ? Alors, au fond, on paye quoi ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une facture d'électricité, vous avez 3 composantes. La première, c'est la fourniture elle-même des électrons, des kilowattheures. Ce qu'on consomme, oui. Ça représente à peu près moins d'un tiers de la facture. D'accord. Et puis il y a 2 autres tiers, très importants. Il y a un deuxième tiers qui est lié à l'acheminement de l'électricité jusqu'au point de livraison. Est-ce que cette partie augmente ? Cette partie-là, c'est en fait une subvention également indirecte vis-à-vis des énergies renouvelables intermittentes. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on installe, on connecte ces moyens de production au réseau, il faut investir des sommes très importantes. C'est pour ça qu'actuellement, les 2 gestionnaires de réseau, celui du transport d'électricité, c'est RTE, et celui de la distribution qui est Enedis, annoncent la bagatelle de 100 milliards d'euros chacun d'investissement d'ici 2040. Et c'est principalement... Si on n'empêche pas cette folie. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est le 2e tiers. Le 2e tiers. Et ce 2e tiers a fortement augmenté. Et le 3e tiers, c'est quoi ? Alors le 3e tiers, c'est ce qu'on appelle les taxes. Alors les taxes, c'est quoi ?
il y a plusieurs types de taxes, mais il y a en particulier les subventions directes qui sont faites aux énergies renouvelables. C'est-à-dire le fait que l'on subventionne ces énergies pour pouvoir effectivement les construire. Sinon, elles ne seraient pas rentables. Alors, on va revenir après l'interruption. C'est tellement effarant. Je pense que les gens qui nous écoutent doivent tomber des nues. C'est comment on est entré dans un univers qui n'a plus rien à voir avec la raison. Et bien justement, si vous tombez des nues, vous aussi qui nous écoutez, appelez-nous 0826 300 300. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. Nous sommes toujours avec André Merlin, le sénateur Alain Houpert, Isabelle, et nous accueillons Serge qui nous appelle de Sevran. Bonjour Serge. Oui, bonjour à tout le monde. On vous écoute. Oui, on vous écoute Serge. Oui, donc pour parler du pouvoir d'achat, écoutez, depuis les dernières fois où j'ai pu parler à votre antenne, je vous en remercie, ça continue à augmenter. Vous parlez de l'électricité a augmenté. Je viens de recevoir les factures pour mes assurances. Les assurances, il y a marqué sur un petit document 20% à 40% d'augmentation. Je suis allé hier faire des courses au supermarché, je voulais acheter des œufs. Le rayon œufs était complètement vide. Tous les œufs, vous savez, vous avez des paquets d'œufs, vous avez une vingtaine d'œufs qui sont ensemble. Il n'y avait plus rien. Je suis allé regarder les premiers prix sur les poissons, le thon, comme ça, c'était complètement vide. Donc, ce qui veut dire que les gens se précipitent sur les produits de bon marché. Première nécessité. Les produits de première nécessité, tout à fait. Donc je regarde. J'ai pris l'autoroute. J'étais monté sur Lyon. Je suis revenu. J'ai pris l'autoroute. J'ai payé 11 euros au péage jeté. Cette fois, ça fait 3 mois après, j'ai payé 11 euros. Ce mois-ci, j'ai payé 18 euros. Donc, des augmentations, il y en a partout. Elles sont non annoncées et puis on les découvre. Et donc, aujourd'hui, je regarde mon compte bancaire. Je suis à moins 490 euros. Donc, j'aurai ma pension de retraité qui va rentrer à peu près. Ce qui me restera après le retrait de la complémentaire santé, ça sera à 1050. Donc, je regarde tout ce que j'ai payé. J'en suis à 2500 euros que je n'ai pas payé. J'ai une facture d'électricité qui m'attend, que je dois payer dans ces petites sommes. La facture d'électricité, alors pour moi, c'est vraiment un paradoxe. Mon grand-père, il a été un des pionniers d'électricité. Il avait une usine électrique à Saint-Quentin, dans le nord de la France. Il a dû vendre en 36. Mon père, il a passé sa jeunesse à donner un coup de main à son père à planter des poteaux pour mettre l'électricité. Et aujourd'hui, j'arrive plus à l'appeler, donc je leur donne de l'argent. Donc c'est un monde de fou, quoi. On arrive à un moment, je parle pour moi, mais en tant qu'exemple, je ne me plains pas parce que je me débrouille, je survis. Mais mes amis qui sont pareils à la retraite, ils achètent que les produits de première nécessité et ils vivent au ralenti. Donc voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Isabelle, comment vous réagissez lorsque vous écoutez monsieur ? Est-ce que ça correspond aussi à ce que vous voyez dans votre vie ? C'est une tristesse, ça me fait mal au cœur. Vous ne pouvez pas tous les jours. Et c'est insoutenable parce que les gens qui n'ont pas ces soucis-là ne peuvent pas s'imaginer, ne veulent pas se l'imaginer. Et il parlait des œufs, monsieur. Oui. Les œufs, ils sont exorbitants. Parce que les œufs sont à la base de beaucoup de choses. Donc, on pouvait se nourrir à peu près en faisant des crêpes, en faisant des gratins. Mais quand vous regardez aujourd'hui le prix des œufs, qui sont même pas bien élevés, parce que c'est vraiment dans des batteries, c'est à vomir, et on n'arrive même plus à se payer des œufs, c'est à pleurer. Je comprends pas que nos élus, que les sénateurs, que les députés, que les chefs de cabinet, que notre président, à un moment donné, il faut leur demander d'aller faire des courses. Je crois qu'il faut les emmener faire des courses et remplir un caddie. Parce qu'il faut qu'ils s'imaginent en y mettant que du lait, des œufs, de l'huile, du vinaigre, du sel. Le principe de base qu'il faut dans une cuisine. Rien que ça, je pense qu'il y en a déjà pour un minimum de 150 € par mois. Je vous parle pas de racheter les fruits, les légumes, la viande, le poisson. C'est inimaginable. Et le seul ajustement que nous ayons, nous, malheureusement, les précaires et les moins échelonnés dans ce marasme qui est la retraite, qui est le non-travail, qui est le chômage, tout ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on n'a pas demandé et qui est à nous,
C'est incroyable, on n'y arrive plus, c'est pas possible. Les gens qui travaillent, ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, ils ne s'en sortent pas. Ils hésitent à prendre la voiture, ils demandent des jours de congé parce qu'ils n'arrivent plus à mettre du gasoil ou de l'essence dans la voiture. Est-ce que c'est ça ma France? J'ai honte parce que ça fait 40 ans que je me bats, ça fait 40 ans que j'attends un meilleur et que je me dis demain on va avoir ça, on va l'avoir. Et j'essaye d'expliquer des toutes petites choses aux gens, mais je crois qu'il faut qu'on aille vraiment ensemble, Alexandre, dire des grandes choses à notre président. Parce que je crois qu'il ne fait pas souvent ses courses. Et je crois qu'il ne s'assoit pas à son bureau pour pointer ses factures. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné. Le seul budget qu'on a, c'est l'alimentaire. Si on ne se nourrit pas comme il faut, nous allons tous mourir de malnutrition. Nous allons être malades et nous allons coûter 3 fois plus à la société parce qu'il faudra quand même faire quelque chose pour nous. Alors, Isabelle, je vais poser des questions très précises à Alain Houpert, qui est sénateur, et ensuite on terminera l'émission parce que je veux que les Français sachent, avec André Merlin, le risque qui est au-dessus de leur tête si le Premier ministre signe le décret de ce qu'on appelle la PPE3, la loi sur l'énergie. C'est un risque colossal, et quand on vous écoute, on comprend bien, monsieur et Isabelle, quand on vous écoute, on comprend bien que si Matignon signe ce papier, qui va faire encore doubler votre facture d'électricité, on entre dans la folie. Alors, je me tourne vers le sénateur Alain Houpert. Madame Isabelle vient de dire quelque chose d'extraordinairement important. La différence en France entre le brut et le net. C'est-à-dire ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un patron monter de 100 € quelqu'un qui est au SMIC, ça a des conséquences absolument énormes, des conséquences financières d'autant plus énormes qu'on est dans un système de dingue, où dès que les gens montent, tout à coup, ils n'ont plus droit à un certain nombre d'aides. Donc, il y a une sorte de trappe qui font qu'il y a un Français sur 5 qui est coincé dans le SMIC. Est-ce que le Sénat travaille sérieusement sur des pistes de réduction de la différence entre le brut et le net, et en transférant ces charges ailleurs ou en réduisant les dépenses? C'est quoi pour vous les solutions pour rapprocher le net du brut? C'est-à-dire ce qu'on touche vraiment. C'est une bonne question. Ça prouve qu'en France, quand un patron vous donne 1000 € à un employé, ça coûte au patron, à l'entreprise, 2000 €. C'est ça la différence, hein, parce que la différence, c'est pas les charges sociales plus les charges patronales, c'est aussi le coût de la fiche de paye, c'est le double. Et la différence entre le brut et le net, ce sont des impôts, ce sont des taxes, ce sont des impôts. C'est comme la différence, comme l'a dit madame, entre les taxes sur l'électricité ou sur le gaz qui sont importantes, ou sur le pétrole. Pensons aux gens qui se chauffent au fioul. Les taxes sur le fioul, c'est 80%. Le jour où ça sera 80% sur l'électricité, qu'est-ce que ça va devenir? Et c'est ce qui risque d'arriver avec ce plan pluriannuel d'électricité qui n'est pas actuellement signé par le Premier ministre. J'ai vérifié au journal officiel et j'espère que ça ne le sera jamais, parce que ce sera un asservissement de la population française. Les Français ne sont plus en colère. Ils sont désespérés. Et là, dans cette émission, ce que j'entends chez vous, madame, c'est une désespérance. Les gens, ils en peuvent plus. Ils en ont marre. Et ils en ont marre parce qu'ils pensent à leurs enfants, et leurs enfants, la génération de leurs enfants, ça sera la première génération après la guerre à savoir que leurs enfants, donc les petits-enfants de madame, vivra moins que ses enfants ou qu'elle. On va à un déclin la population. Alain Houpert, est-ce que sérieusement les partis au Sénat travaillent sur la réduction de l'écart entre le brut et le net? Est-ce que ça monte au cerveau d'absolument tout le monde ou pas? En tous les cas, moi, ça me monte au cerveau. Je suis chef d'entreprise. Je suis médecin. Je sais. Donc, vous le voyez directement, vous. Mais les autres, en gros, ils vous écoutent ou pas? L'Assemblée, n'en parlons pas. Ils sont complètement déconnectés. Au Sénat, il y a des commissions qui sont importantes, qui travaillent, mais le résultat des rapports, ils finissent dans des placards. Bon.
C'est ça le problème français. Le travail des parlementaires, et ça, M. Mersin le sait très bien, puisqu'il a été auditionné plusieurs fois à la commission des affaires économiques, tout finit dans des placards. Le problème de la France, c'est que la France, qui est une nation, est devenue un État. Et un État, on parle beaucoup du deep state, vous savez, l'État profond. L'État profond, c'est-à-dire qui commande l'État maintenant? C'est l'administration, et c'est pas la petite administration, c'est la haute administration qui décide pour les autres. Pour les ZFE, un seul fonctionnaire, un haut fonctionnaire, a décidé d'emmerder 30% des Français. Aux États-Unis, puisque j'ai utilisé le mot deep state, aux États-Unis, ils ont, quand un gouvernement change, il y a le spoil system. Spoil system, c'est-à-dire qu'on change tout le monde. Et en France, quand un ministre change, on change personne. On change personne, et ça continue. Et ça décourage les ministres. Ça veut dire on est dans un renoncement permanent, et ça, c'est le système français. Rien ça va changer dans la rue, ça peut pas, ça va changer dans la rue, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. La France ne peut pas monter dans le tiers-monde. Alors, sur la question fondamentale de l'énergie, parce que l'énergie, c'est nos emplois, c'est est-ce qu'on garde des boulangers ? Est-ce qu'on garde une industrie ? Est-ce qu'on garde des entreprises capables de payer des salaires ? Sur la question de l'énergie, après cette pause, on va revenir vers André Merlin, parce que je vais expliquer pourquoi est-ce que on écoute, dans le mouvement des gueux, on écoute des hommes comme lui, qui sont des vrais professionnels, pas des colleurs d'affiches, des gens qui savent à peu près comment on fabrique de l'énergie pas chère. Comment est-ce qu'on va pouvoir remplacer cette fameuse PPE3, parce que nous appelons la PPE des gueux, mais on peut l'appeler comme on voudra. Il faut que la facture baisse de 25%, et c'est possible. Et on en parle jusqu'à 14h, ce qui vous laisse le temps de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, la parole aux Français, Alexandre Jardin. On est en direct avec André Merlin, avec Isabelle et le sénateur Alain Houpert. N'hésitez pas à nous appeler, vous avez jusqu'à 14h, 0826 300 300. André Merlin, je voudrais qu'on aborde cette bombe qui est au-dessus de nos têtes, qui s'appelle la PPE3, la loi sur l'énergie. Compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, on voit bien qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour une énorme partie de la population. Il n'y a plus de marge de... Lorsqu'Isabelle parlait de cette partie de taxes, et vous nous avez expliqué de quoi c'est constitué, en réalité, si on dérape, c'est tout le pays qui dérape. Et je voudrais vous rendre hommage parce que vous êtes à la retraite, rien ne vous oblige à tout à coup sortir du bois et à faire partie de toute une génération, je pense à Henri Proglio et à plein d'autres. Louis Gallois, de gens qui ont déjà leur carrière et qui s'engagent dans ce combat-là, qui aident énormément le mouvement des gueux. Pourquoi ? Parce que vous le faites pour la France. Vous le faites pour les gens qui nous écoutent. Vous n'avez rien à gagner. Vous avez déjà fait votre vie de professionnel et vous cassez le cul pour les Français. Donc, qu'est-ce qui nous pend au nez avec cette loi ? C'est quoi l'ampleur du risque ? Je dis, le sénateur Houpert a dit, j'ai vérifié ce matin que ce n'était pas publié au JO. Donc ça peut être publié d'un instant à l'autre. Oui. Alors, c'est quoi le risque ? Alors, le risque, j'ai dit tout à l'heure que si on regarde l'évolution du prix de l'électricité depuis 2008, on a eu un doublement euro constant en 15 ans. Et là, le risque ? C'est qu'il y en ait un nouveau doublement d'ici 2035, en 10 ans. Pourquoi ? Parce que la PPE, qui est donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoit une accélération dans la construction de moyens de production de type éolien et solaire dont on n'a pas besoin. On n'a absolument pas besoin de ces moyens de production. Pourquoi ? Parce que la consommation, je l'ai dit tout à l'heure, d'électricité a baissé depuis 2010. Et qu'on est au niveau actuellement de 2003. Donc on a une capacité de production actuellement qui est bien supérieure au niveau de consommation. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 2024, on a exporté 90 TWh, 90 milliards de kilowattheures, ce qui représente plus de 20% de la consommation d'électricité. Okay. Donc pourquoi, effectivement, détruire nos paysages ?
parce que c'est ça aussi les éoliennes, hein, détruire les rivages. Chaque éolienne marine que l'on va construire, parce que c'est la grande idée, je pense aux pêcheurs. Ce sont des véritables tours Eiffel. Il faut savoir qu'elles ont 300 mètres au-dessus de la mer et plus de 300 mètres sous la mer. C'est des véritables tours Eiffel qui coûtent une fortune, et c'est pour ça que pour pouvoir réaliser de tels projets, il faut les subventionner. Et c'est l'État qui garantit le prix de vente de cette électricité à ces opérateurs que sont les opérateurs d'éolien et de solaire. Juste avant l'émission, vous m'aviez, on avait évoqué, il y a eu une autorisation qui a été donnée in extremis par François Bayrou juste avant de partir pour un nouveau champ éolien avec un contrat qui portait sur une somme, et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Expliquez-nous pourquoi. Alors pourquoi alors s'il s'agit d'un parc éolien qui devrait être construit, je crois, en Normandie. Exactement, je connais pas l'endroit exact, mais enfin, c'est 850 mégawatts. Il faut savoir que 850 mégawatts, comme chaque éolienne, c'est 10 mégawatts au plus, ça vous fait 85 tours Eiffel, hein, avec une profondeur dans la mer qui, selon la distance par rapport à la côte, peut varier. Pourquoi vous m'aviez expliqué que le prix garanti par l'État est un mensonge? Parce qu'il y a des clauses. Parce qu'il y a des clauses de révision. Alors je vais prendre l'exemple simplement de Saint-Brieuc. C'est nous qui payons, hein. Ah oui, alors qui est-ce qui paye? Il faut bien voir que le contrat est un contrat à prix garanti sur 20 ans. Et l'État s'engage à payer la différence entre ce prix garanti et le prix de marché. Actuellement, sur Saint-Brieuc, le prix garanti est de 196 € et le prix de marché, aujourd'hui, est autour de 56 €. Donc on a 140 € de différence qui est garantie par l'État par mégawattheure. Et c'est Isabelle qui paye. Et bien évidemment. Alors vous multipliez par le nombre de mégawattheures que produit ce parc éolien. Et ça sera encore Isabelle qui paye. Et vous aboutissez à une subvention annuelle de 250 millions d'euros pour 500 mégawatts. Juste pour ce champ-là. Pour 500 mégawatts. Ouais. Il est prévu dans la PPE de construire 18 gigawatts. 18 gigawatts, c'est 18 000 mégawatts. Ça fait donc vous combien de fois multipliez par 40 pratiquement. Donc ça veut dire que ça va être une charge pour l'État de 10 milliards d'euros. Alors l'État, il faut bien l'expliquer à nos auditeurs que l'État finalement prend une partie de ces charges dans le budget et une autre partie est répercutée sur la facture d'électricité des ménages. Aujourd'hui, à l'heure qui part, il faut savoir que la subvention pour les énergies renouvelables en demi-intermittentes, c'est-à-dire éolien et solaire, c'est la commission de régulation qui l'a dit, pour 2026, on est à 7,660 milliards d'euros de subventions par an. Isabelle voulait dire quelque chose. Moi, je voulais déjà, avant qu'on arrive à la fin du débat, vous remercier tous les trois. Parce que je crois que les Français, ils n'ont pas pris conscience de ce qui se joue et de ce que ça va donner comme catastrophe derrière. Déjà, c'était important. Et vous dire que vous avez raison, parce que je me suis toujours posé la question, si on a bien fait d'aller en mer, mettre de l'éolien et détruire encore le peu de mer tranquille qui aurait pu être, parce que nos poissons, ils auraient peut-être voulu être tranquilles. Alors, plutôt à faire tous, nous, des économies pour pas les faire. Ouais. Donc voilà la situation actuelle. Et cette subvention aux énergies renouvelables, elle a augmenté en un an de presque 2 milliards d'euros. Si on continue comme ça, on va atteindre 20 milliards d'euros. C'est ce que je dis d'ailleurs. Et ces 20 milliards d'euros, est-ce qu'on va le prendre une partie sur le budget alors qu'on a un déficit colossal? Donc on ne pourra pas le prendre sur le budget. Donc la tentation, bien évidemment, sera de faire payer de manière cachée, en quelque sorte, au travers de la facture, les consommateurs, et en particulier les consommateurs domestiques. D'autant plus forte que l'État est fauché. Bah, bien sûr. Donc, nous, on va se battre, parce que c'est notre pays qui est en cause. Ce sont les gens que l'on vient d'entendre, monsieur, madame, Isabelle. Sénateur Houpert, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va se battre avec l'association Les Gueux, on va se battre pour notre peuple.
aussi bête que ça. À un moment, la France, c'est pas rien. Et c'est vrai que lorsque je vous entends, Isabelle, lorsque j'ai entendu monsieur, on se dit que c'est pas possible, quoi. Il y a quand même des limites à l'absurde. Incroyable, Il y a quand même des limites. C'est l'absurdité totale. Sénateur Houpert, je vous laisse le mot de la fin. Quand vous êtes au bord du gouffre, vous faites un pas en arrière. Il faut apprendre en France à se remettre en question, revenir en arrière. Il faut revenir en arrière sur les énergies renouvelables. Comme l'a dit Monsieur Merlin, nous n'en avons pas besoin actuellement, et qui c'est qui en fait les frais? C'est madame, c'est nous tous. Il faut revenir aussi en arrière sur des règles complètement absurdes, comme la règle des 3% de bénéfices qui a été créée dans un contexte de croissance de 5%. Alors que la croissance actuelle est de moins de 1%. Une règle qui a été faite par son créateur, Guy Abeille, qui contexte la pertinence. Et actuellement, on refuse de revenir en arrière et on continue à serrer la vis aux Français. Donc, apprendre à corriger nos conneries. Corriger nos conneries, revenir en arrière, pas que qui c'est qui paye, c'est Nicolas qui paye. Voilà. Merci Monsieur le Sénateur, merci à tous. André Merlin, merci Isabelle, merci à tous ceux qui nous ont appelés et écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi midi 14h. Très bonne journée à tous.